rebonjour. Voilà, on a fini la conférence avec OVH sur les Kubernetes et on remercie encore Horatio. Et maintenant, on passe à tout à fait autre chose, puisque on va parler de méthodes agiles avec Olivia Forny et Alex Boll de chez Ubisoft. Comment allez-vous ? Ça va super. Ça va très bien. Ça va très bien. Je vois Mario et les lapins crétins derrière, tout ça. Évidemment, on est bien chez Ubisoft. Toujours un magnifique masque pour Olivia, hein, évidemment. Le masque Assassin's Creed Valhalla. Donc, je rappelle juste au chat que vous pouvez poser vos questions, en fait, juste après la conférence. Donc, ça va durer à peu près une petite demi-heure. Si vous avez des questions entre-temps, évidemment, vous pouvez les poser. J'essaierai de les noter, mais le mieux, c'est de tout concentrer à la fin. Comme ça permet de continuer la discussion. Juste après, Olivia et Alex seront là pour discuter avec vous. Et puis ensuite, on enchaînera avec les confs d'après. Sur ce... je vais vous laisser la parole et faire votre présentation et on se retrouve juste après. Très bien. Et ben c'est parti. Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien mangé. Promis, on va faire quelque chose d'assez digeste. On va vous parler des méthodes agiles aujourd'hui. C'est un terme qui est souvent utilisé, qui est très très à la mode. Pourtant, c'est un vieux terme, c'est des vieilles méthodes, mais qui font toujours leur preuve aujourd'hui. On va vous parler d'abord de qui on est, déjà nous deux, et aussi en tant que producteur. Puis on va aborder les méthodes agiles, le rapport aux jeux vidéo, et ensuite on va vous laisser poser vos questions, et ainsi de suite. Mais qui sont ces gens ? Olivia, je te laisse commencer. Très bien. Donc moi c'est Olivia, ça fait à peu près 7 ans que je suis dans le milieu du vidéo, toujours dans le producing, donc gestion de projet. J'ai commencé à Paris chez Cyanide Studio, ensuite on a ouvert une entité à Bordeaux qui s'appelait Big Bad Wolf. Donc chez Cyanide, j'ai travaillé sur Blood Bowl 2, chez Big Bad Wolf, j'ai travaillé sur The Council. Ensuite, j'ai enchaîné chez Asobo Studio où j'ai fait toutes les licences Pixar, donc Rush, Disneyland Adventure et un peu de Zoo Tycoon aussi. Et maintenant, je suis chez Ubi avec monsieur Alex ici présent. Oui, moi j'ai un peu moins de carrière, ça fait bientôt 3 ans que je suis dans l'industrie. J'ai commencé chez un petit éditeur de genre D. Puis je suis parti chez Ankama, travailler sur Dofus. Et donc maintenant je travaille avec Olivia. On a travaillé ensemble sur Ghost Recon Breakpoint et sur Assassin's Creed Valhalla. Du coup, on va vous expliquer un tout petit peu c'est quoi notre métier très rapidement, mais histoire de remettre un peu dans le cadre pour ensuite parler plus des méthodes agiles et parler du fait que on est producteur, donc on est des facilitateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Globalement, notre rôle, c'est d'arriver à faire en sorte que tout le monde bosse bien ensemble, communique ensemble, tout ça pour aller dans la même direction. Et c'est ça qui est le plus important. On fait tous un jeu ensemble, quel que soit notre corps de métier. Et donc nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que ça marche bien. Souvent, si on a des problèmes de communication, on peut avoir des gens qui entendent quelque chose, qui font autre chose, etc. Nous, on est là pour faire en sorte que ça arrive le moins possible. Donc, on va être un peu le pont entre les différents métiers. On s'appelle souvent chef d'orchestre. C'est vraiment faire en sorte que les gens se comprennent et aillent dans la même direction. Tout ça avec un planning, un budget, etc. Mais voilà, c'est ça notre principale tâche, on va dire. Yes. Maintenant, en parlant des méthodes agiles, on a un sous-titre qui est original, un éternel recommencement vers la qualité. Je vais pas revenir sur la genèse des méthodes agiles. C'est un terme qui est théorisé déjà à la fin des années 50 et qui est utilisé depuis sur tout ce qui est logiciel. C'est un ensemble de méthodes qui visent à mettre le produit au cœur de la production et à faire en sorte que plusieurs équipes multidisciplinaires puissent itérer sur un même produit afin de le rendre le plus qualitatif possible. Il y a 4 piliers, c'est assez dense, je vais pas vous endormir avec ça, mais je vais vite les résumer. 4 piliers qui font, on va dire, le sel de toutes ces méthodes. Le premier, et qui pour moi est le plus important, c'est le fait que les individus et le fait qu'ils interagissent entre eux, c'est plus important que les process. On
On parle souvent d'hierarchie, etc. Le plus important, c'est que les personnes, les équipes parlent entre elles. Ça paraît couler de source, c'est quand même beaucoup plus compliqué dans la pratique. Et on a souvent tendance à s'attacher à des process, à envoyer un mail pour tel type de problème, ou s'en contenter de passer par un supérieur hiérarchique. Et ça, en méthode agile, on essaye de le minimiser. Les interactions sont vraiment plus importantes. Ensuite, un logiciel opérationnel plutôt qu'une documentation complexe. En agilité, on travaille par itération. Ce qui veut dire que le produit, on ne sait pas comment il va être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Du moins, pas avec certitude. Le plus important, c'est que à chaque fin d'itération, on ait quelque chose qui soit opérationnel et on fait la documentation au fur et à mesure. Ensuite, et ça c'est plus délicat avec le jeu vidéo, mais c'est collaborer avec le client. Plutôt que d'avoir un contrat qu'on va renégocier au fur et à mesure en fonction des aléas du développement. Le but, c'est que le client, dans le jeu vidéo, ça peut être un directeur créatif, ça peut être aussi tout simplement les attentes des joueurs qu'il y a en fonction des tendances, elles vont bouger. Elles vont bouger en fonction du produit, en fonction des modes. Donc l'idée, c'est qu'on puisse être vraiment agile, le terme est bien choisi, pour pouvoir réaliser un produit qui est qualitatif. Et ensuite, il y a s'adapter au changement. Alors ça, c'est classique agile, c'est qu'on n'a pas de plan défini de A à Z. On est incapable de dire que tel jour on va faire telle tâche. On est vraiment sur l'itération continue. J'ai pas mal de schémas qui viennent de chez Henrik Nyberg, qui est un gars qui était chez Lego, puis qui est passé chez Spotify, qui a fait qui a beaucoup théorisé des méthodes agiles et qui les a énormément mis en pratique chez Spotify, ce qui fait que Spotify est là aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce gars, il est chez Mojang, il travaille sur Minecraft, et il a énormément ajouté de saveur à toutes ces méthodes agiles en les illustrant. Et là, on voit sur ce schéma-là le côté itératif. Le client, il veut je vais plutôt l'utiliser sur les jeux vidéo, mais le client, à la fin, il veut, admettons, un boss qui crache du feu. Et ben, le boss, on va travailler vraiment en itération. On va pas travailler comme là, mettre la roue puis les 2 roues et ne pas avoir un produit qui est potable dès le début. On va commencer, on va faire sur une première itération un prototype, une boule avec une attaque conique qui ne ressemble à rien, mais qui fait des dégâts sur la première itération. Puis le client final, il va arriver et il va dire, OK, moi j'aime bien, mais est-ce qu'on pourrait faire ça? Et ensuite, avec ces feedbacks, on va itérer. Et à chaque fin d'itération, on aura quand même un produit qui est là. La boule prototype va devenir un modèle 3D un peu plus potable. On va mettre des FX sur le cône d'attaque. Et à la fin, on aura vraiment le boss qui crache du feu. C'est très simplifié, mais c'est vraiment l'état d'esprit qu'on a sur de l'agilité. Encore un autre, c'est pourquoi on utilise Agile dans le jeu vidéo. Olivia va revenir un peu plus en détail là-dessus, mais on est vraiment sur des... C'est encore mon ami Henrik qui explique ça, mais on est sur des produits. Donc je peux vous assurer que un développement de jeu vidéo où on arrive et on sait à 100% qu'est-ce qu'on aura à la fin et comment on va le délivrer, ça n'existe pas. Du moins, moi, je l'ai pas encore rencontré. Mais voilà, ça marche un peu plus quand on fait des suites, quand on itère sur des jeux qui sont déjà sortis, et ça reste quand même très très instable. C'est l'agilité qui nous permet d'optimiser un peu tout ça, puisqu'on ne peut pas prédire en fait le jeu qu'on aura à la fin. Et enfin, ça c'est un schéma qui récapitule un peu comment on s'organise dans ce processus. En fait, à chaque fois, on aura donc la vision créative au-dessus, qui est les stakeholders, qui vont demander des choses. À chaque itération, en fonction de ce qu'on est capable de produire, on dira oui ou non.
Et ce qui va faire qu'à la fin, on arrive sur des itérations à faire plus ou moins de choses voulues, et ce qui permet de vraiment prioriser les besoins nécessaires sur une production. Il y a une organisation assez type d'une équipe agile qui est tout simplement d'avoir un product owner et un scrum master. Puis à l'intérieur de l'équipe, réellement, on a l'équipe de développement. Ça, c'est très typique des logiciels, ainsi de suite. Nous, c'est un peu, dans le jeu vidéo, c'est toujours un peu différent, dans le sens où le product owner, c'est souvent le designer d'une feature. Quand je dis designer, ça peut être un game designer, ça peut être un level designer. On a tendance aussi à solliciter des leads aussi pour être product owner. Et voilà. Le Scrum Master, on va dire que à la base, c'est vraiment la personne qui va s'assurer que les méthodes agiles sont en place. C'est plus délicat chez nous. Le Scrum Master aurait le rôle de producteur. Mais nous, on intervient un peu plus dans la production de vidéos, mais on est quand même garant que le processus se fasse correctement. Et bien sûr, l'idée, c'est que l'équipe de développement, elle soit intégrée dans ces décisions, dans ces itérations. Du coup, on va voir concrètement c'est quoi les avantages, les inconvénients et les risques des méthodes agiles. Forcément, c'est pas tout rose. Du coup, on en a beaucoup parlé. L'avantage des méthodes agiles, c'est l'itération. L'idée, c'est de pas partir d'un produit A et de finir avec un produit Z. C'est vraiment de montrer le B, le C, le D jusqu'au Z au client et de pouvoir revenir dessus si on veut. Donc, ça fait des résultats plus visibles plus rapidement. Ça amène de la flexibilité parce que forcément, on n'a pas besoin, si on veut changer dans un jeu vidéo, d'appuyer sur la touche A au lieu de la touche B pour sauter. On va pas faire des avenants à des contrats. Sinon, ça prendrait plusieurs dizaines d'années de jeux vidéo. Donc, on s'adapte beaucoup plus rapidement au changement. Prise de recul immédiate, on fait le truc, on le teste et on se dit c'est bien, c'est pas bien, on garde, on jette, etc. Donc ça, c'est bien aussi, surtout pour un jeu vidéo où on a besoin de prendre la manette, de jouer et de vraiment ressentir ce que le joueur va pouvoir ressentir. Évidemment, avoir des méthodes agiles, ça implique et ça responsabilise vachement plus l'équipe parce qu'un cycle en V, les décisions ne seraient prises que par les leads, les chefs, les directeurs. Ils n'impliqueraient pas trop leurs équipes. Nous, généralement, les designers vont proposer leur design et c'est eux qui vont être maîtres de ça. Le gameplay programmeur, il va ensuite décider comment il fait sa feature, etc. Donc en fait, c'est vraiment le but, c'est qu'on est tous des experts à notre niveau et c'est très important d'en prendre conscience et d'apporter sa petite pierre à l'édifice selon le métier qu'on a. Par contre, il y a forcément un revers à la médaille. On est plus itératif, oui, mais du coup, il faut faire hyper gaffe à la communication parce que du coup, ça veut dire qu'à tout moment, tout peut changer. Donc, il faut que tout le monde soit au courant de ces changements parce que si l'équipe A commence à travailler sur le dragon avec les boules de feu et que finalement, il décide que c'est des boules de glace, mais qu'il ne le dit pas à l'équipe B qui était en train de faire des effets spéciaux de boules de feu, ça va pas bien se passer. Donc, c'est là aussi que nous, on intervient en tant que producteur. Faire attention que tout le monde soit bien dans les boucles et tout le monde ait bien compris la vision. Ne pas s'attacher à une vision unique du produit. Faut pas prendre les choses de manière personnelle. Faut pas se dire que c'est ma feature, que c'est moi qui l'ai fait, que c'est mon jeu, etc. Si c'est cuté, si c'est modifié, c'est pas grave. C'est pour le bien du projet. Il y a toujours des bonnes raisons. Et en plus, en général, on fait partie de ces discussions-là, donc c'est encore mieux. L'aspect moins contrôlé, ça peut faire un peu peur à certaines personnes, surtout pour ceux qui viennent du cycle en V, ne pas savoir quel va être le résultat final vraiment. Ça peut faire peur. Maintenant, en général, c'est pour le mieux, mais voilà, le feature creep, ça, oui, c'est un peu plus propice aussi au feature creep. Et faire gaffe à pas retomber dans le waterfall, effectivement, si on n'a pas assez de suivi. En gros, il faut que chacun soit vraiment honneur de
sujet et le maîtrise parfaitement pour pouvoir apporter ses arguments, pour pas que ils se sentent complètement dépossédés de ces features et que ce soit le lead qui au final prenne le pas sur les décisions et les itérations futures. Yes. Et du coup, chez nous, comment ça se passe très exactement dans le jeu vidéo? Du coup, déjà, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal de reparler un tout petit peu de comment on crée un jeu vidéo pour ceux qui sont vraiment pas familiers avec cet univers-là. Donc au départ, on a la préconception. Ça parle un peu le nom parle un peu de lui-même, mais donc en gros, on pose plutôt sur papier ce qu'on veut faire, on va faire des prototypes, on va commencer à mettre plein d'idées. Voilà, en général, ça balance assez vite. Ça propose, ça cut, ça propose, ça cut. Suivant les projets, ça peut durer quelques semaines à quelques mois. C'est une phase qui est très importante, c'est ça qui construit la suite, à ne pas négliger, ça c'est sûr. Et c'est là où il faut prendre les décisions difficiles aussi. Ensuite, normalement, on part sur la conception. Donc là, c'est de développement du jeu. On n'est quand même pas à l'abri de revoir les designs parce qu'on est encore en phase de conception et comme on l'a dit, on est agile. Donc normalement, jusqu'à à peu près la fin, ça peut encore bouger. Là, l'idée, c'est que normalement, quand même, en phase de conception, tout le monde a les bons outils, tout le monde a été formé, tout le monde sait ce qu'il a à faire. On développe des méthodes de tracking de tâches à suivre pour être sûr que tout le monde ait bien du boulot et fasse bien les bonnes choses au bon moment. Et ensuite, normalement, on a un produit à peu près fini, moyennant les bugs. Donc, du coup, on part sur la phase de debug et de closing. C'est là où, par contre, l'agile s'arrête un peu. Et là, on part un peu plus dans du process. Où on va fermer le jeu. Vraiment, la notion de closing, c'est vraiment on ferme la boutique. Là, on a une deadline, on sait quand on va sortir le jeu, et donc on arrête un peu tout, on lève les mains. En tout cas sur le design, bien sûr, on continue de débugger. Il y a aussi toutes les phases, évidemment. On fait des jeux sur console, les discussions avec les consoliers, tout ce qui est requirement, donc voilà, il y a un cahier des charges à respecter pour chaque consolier. Donc, il faut se mettre d'équerre là-dessus. Et normalement, ensuite, on launch le game. Et ensuite, suivant les types de jeux, mais on peut partir sur du post-launch. Donc là, c'est reparti pour un tour, on va dire. C'est là où on a les DLC, gratuits, payants, peu importe. Mais c'est là où on fait notre plan pour la suite, pour le jeu, pour le faire vivre jusqu'au bout. Yes. Je reviens sur les phases de conception post-launch. C'est là où on utilise le plus les méthodes agiles, comme Olivier l'a dit. Le post-launch est encore plus propice à tout ça parce qu'en fait, on commence à implémenter tout ce qui est du suivi de data et on peut analyser comment le joueur réagit. Et ça, c'est la meilleure source de feedback puisqu'on va voir les comportements et on va pouvoir itérer dessus et ajuster pour lui donner le meilleur contenu possible. Maintenant, pourquoi l'agile dans le jeu vidéo? Je te laisse. Ouais. Du coup, pourquoi nous on l'utilise? Parce que on fait du développement de software et non pas de hardware. Du coup, en général, c'est plutôt les méthodes agiles qui sont préconisées. En gros, on n'a rien qui est lié à la sécurité ou à des brevets qui pourraient être mis en place. Donc ça nous aide beaucoup parce que c'est sûr que le waterfall est quand même utile dans certains, on va dire, je sais pas, l'aéronautique, etc. Il y a énormément de contraintes physiques de ce qui est produit physiquement, je veux dire, et aussi nous, on n'a pas tout ça, donc forcément, c'est beaucoup plus simple de partir sur de l'agile et de pouvoir cutter des features. Si un astronaute voulait cutter quelque chose dans une fusée, ce serait quand même vachement plus compliqué. Mais parce qu'il y a toujours un mais. Il faut réussir à garder l'aspect créatif et l'agile le permet quand même beaucoup. Faut pas oublier que le jeu c'est quand même un milieu très créatif. En général, les gens qui sont dedans sont très passionnés et très créatifs aussi du coup. Donc l'agile permet de garder cette créativité grâce à l'itération, grâce au fait de
pas avoir un cahier des charges établi dès le départ qui correspondrait pas à nos attentes et qui ne pourrait pas bouger, qui serait gravé dans le marbre. Donc ça, l'agile, ça nous sert beaucoup pour le jeu vidéo. Ça permet d'être multidisciplinaire. En gros, c'est aussi toute la complexité de l'agile, c'est-à-dire que c'est plein de métiers qui se parlent entre eux, qui n'ont pas les mêmes langages. Si je prends les artistes, par exemple, ils ont un langage bien à eux qui est très compliqué à maîtriser, et du coup, il faut arriver à faire en sorte que ces personnes-là discutent et arrivent à travailler avec les programmeurs, par exemple, et les chefs de projet. Ne pas oublier que nous à Ubisoft, mais c'est le cas pour aussi pas mal d'autres entreprises de jeux vidéo, on travaille souvent en collaboration, où on va travailler avec d'autres studios qui sont à travers le monde, et du coup, voilà, l'agilité, faut faire attention encore une fois aux problèmes de communication. Donc être agile, oui, bien communiquer, faire attention à tous les partenaires avec qui on bosse, et arriver à le porter à grande échelle, qui est quand même plus compliqué. Si je reviens sur les méthodes les plus utilisées dans l'industrie, on va surtout utiliser Scrum. Scrum, c'est ce qui représente, c'est la méthode qui représente le plus agile dans les points qu'elle soulève. C'est vraiment travailler par itération. On arrive en préconception, on découpe le jeu en ce qu'on va appeler des épiques. Ça va être une feature bien précise. Par exemple, le boss dont je parlais tout à l'heure qui crache du feu, un boss, ça va être une épique. Et puis on travaille en itération, on arrive sur la conception où ça va constituer ce qu'on appelle des user stories. Par exemple, le fait que le boss crache du feu, c'est une user story. Et la user story, c'est ce qu'on veut implémenter dans un court laps de temps qu'on appelle un sprint. Ça va être un sprint de 2-3 semaines, et à chaque fois, on va se fixer des objectifs. L'objectif du sprint numéro 2, ça va être mon boss, il peut sauter. Ça va être ce genre de choses. Il y a un truc qu'on utilise qui est moins propre à l'agile, mais qui est pas mal implémenté, ça s'appelle le Kanban. Alors, le GIF est mal traduit. On parle de Scrum, mais ce qu'il y a derrière, c'est du Kanban. C'est une méthode qui était utilisée pendant très longtemps. C'est juste le fait de dire, OK, ma tâche, elle est à faire, elle est en cours de réalisation, ou elle est faite. Et après, elle est validée par des testeurs, et ainsi de suite. C'est une méthode qui est semi-agile. Elle est implémentée dans tout ce qui est développement de logiciel. Nous, on l'utilise énormément. C'est surtout une méthode de suivi en fait de projet et de suivi des étapes. Et ensuite, on a le safe. On a réutilisé une slide d'une conf qui était faite sur Destiny 2, où les gars sont, si je dis pas de bêtises, sont à peu près 400, et SAFE, ça correspond à Scaled Agile Framework, donc un framework agile mis à l'échelle. Et en fait, on voit que tout en bas, il y a ce côté itératif. Tous les 2 semaines, il y a un sprint. Mais au-dessus, en fait, il faut réussir à gérer plusieurs équipes entre elles. Et c'est ce qu'ils expliquent, c'est comment on fait pour réussir à gérer tout ça quand on est 400 personnes, et donc autant d'équipes à gérer. Maintenant, on va parler un peu en pratique. Je vais surtout parler au niveau de la conception des petits rituels qu'on met en place pour gérer un peu le côté agile de la chose. C'est 5 rituels qui ne sont pas nécessaires de mettre en place, mais qui permettent d'exacerber ce côté itératif dans une production. On commence avec un sprint kick-off en début de sprint, où on va se dire, OK, on prépare ce qu'on va faire. Toute l'équipe est là, on met en place les user stories qu'on va tacler sur le sprint. Et admettons, on ne veut pas utiliser le terme user story, ça va juste être nos objectifs, tout simplement. Si on veut parler en termes un peu plus simples, ça va vraiment être OK,
sur mon sprint, je vais faire en sorte que mon personnage il puisse mettre des coups de boule et que mon boss il va cracher du feu. Et tout le monde s'accorde sur ok, ben je vais avoir telle tâche à faire et ça permet vraiment d'être synchro. Le sprint continue et un gros rituel qu'on met en place qui peut être souvent rébarbatif, c'est le daily stand-up. Le daily stand-up, il est tous les jours. C'est grand maximum un quart d'heure avec l'équipe de développement. Et le but, c'est de s'aligner. Moi, ce que je vois souvent, c'est des gens qui trouvent que ça ne sert à rien de se capter. Généralement, en fait, quand les gens disent ça, c'est que tout va bien parce qu'on arrive à se parler suffisamment autour pour que tout le monde soit au courant des activités de tout le monde. Ça peut mettre en place tous les éventuels bloqueurs qu'on rencontre. Et après, c'est au producteur d'arriver et de dire ok, je vais essayer de tacler tout ça et de t'accompagner dans la prod. Une fois par semaine, voire une fois par sprint, on fait ce qu'on appelle le backlog grooming. En fait, on fait un peu de jardinage, on prend tout le backlog de tâches et de stories qu'on a en place et on voit si certaines font encore sens, si certaines sont à clarifier et s'il y a des problèmes. En vrai, ça se fait toutes les semaines avec les leads, mais une des tâches de fond d'un producteur, c'est aussi de faire ça à peu près tous les jours. Si vous voulez faire du bien à votre backlog, prenez-en soin. Ensuite, on arrive à la fin du sprint. Donc 2, 3, 4 semaines se sont passées et là, on fait une review. C'est surtout avec les leads et le directeur créatif. Et le but, c'est en fait, c'est tout simplement de tester ce qu'on avait préparé en objectif et de s'assurer que ce soit conforme avec la vision créative et surtout de faire des feedbacks. Le mieux dans une prod de jeux vidéo, c'est les sprint reviews, c'est de pouvoir jouer à une build de jeu. C'est pas toujours évident, surtout là en période de confinement. C'est encore d'autres moyens qui sont à mettre en place, mais ça permet vraiment de pouvoir tester le jeu en direct, de voir l'avancée de la manière la plus pure possible et d'avoir vraiment une espèce de rituel tous ensemble. Et en fait, à la fin de cette, on a ce qu'on appelle la sprint rétrospective. Les deux peuvent aller ensemble. Mais le but, c'est de se dire, OK, maintenant, on a eu ces feedbacks-là à la suite de la sprint review. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où le côté itératif prend tout son sens. On est avec l'équipe de développement, on se dit, OK, je comprends pas. Le directeur créatif a dit, je comprends pas, la flamme du boss, elle est bleue, mais je la voulais plutôt bleu foncé. Et ben, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va dire, OK, on va le faire? Ou ça va prendre trop de temps, ou ça, c'est pas prioritaire? Et en fonction, on priorise et on adapte la user story et on la met à un autre moment. C'est vraiment là où on va itérer et rendre le produit à 100% qualité, et c'est ce qui permet vraiment de rendre un jeu, de passer d'un jeu qui est sur un métacritique bas à un métacritique un peu plus haut. Maintenant, c'est de l'agilité sans en être, mais on voulait parler un peu des méthodes qu'on met en place dans le jeu vidéo pour pallier au fait qu'on soit en retard. Ça peut être dû à plein de raisons différentes, mais voilà. Donc, en gros, c'est comment on fait si on est en retard sur un jeu, parce que c'est quand même souvent le cas. La première méthode, c'est le cut. Comme on disait, faut pas s'attacher aux features, faut pas prendre les choses personnellement. C'est vraiment la première vraie bonne solution quand on est en retard, c'est faire le bilan de ce qu'on a déjà et voir s'il y a vraiment besoin de rajouter du plus. En général, le plus, enfin le mieux est l'ennemi du bien. Et il vaut mieux faire moins de choses, mais mieux, plutôt que de s'éparpiller et de les faire à la va-vite. Donc en général, c'est vraiment les premières décisions qui sont prises, c'est réduire le scope, réduire les choses à faire dans le temps imparti. C'est des fois pas possible, des fois on a
soit déjà trop cuté, soit on a vraiment absolument un cahier des charges mine de rien qu'on doit respecter et on y est, on peut pas en enlever plus. Donc l'autre solution c'est est-ce qu'on peut reporter le jeu, est-ce que le jeu a été annoncé aux joueurs, est-ce qu'il y a des deadlines vraiment des comment dire vraiment une deadline limite qu'on peut vraiment pas bouger. Si c'est pas le cas, est-ce qu'on peut quand même gratter quelques semaines, quelques mois ça a déjà été vu dans le jeu vidéo, même des jeux annoncés sont reportés pour, je sais pas, mieux débugger, parce qu'il y a eu un playtest qui a été fait, il y a eu des feedbacks dessus, et donc il faut retravailler une feature. Donc ça, c'est l'autre opportunité qu'on a. Encore une fois, c'est pas toujours possible. Du coup, l'autre solution, ça va être potentiellement de recruter. Ça va dépendre du budget. Encore une fois, ça va dépendre des dates. Si on est en fin de prod, ça ne sert pas à grand chose de faire venir des nouvelles personnes et de les onboarder si on est sur la fin. Donc, si on peut, c'est quand même une bonne méthode. Plus on a de mains prêtes à l'emploi, c'est que c'est quand même pas mal. Et voilà, l'autre possibilité, c'est de réduire le temps des bugs. On a ça parce que c'est quand même pas terrible. C'est quand même pas terrible de réduire le temps des bugs, ça enlève un peu de qualité, mais ça peut être aussi un choix si on estime que le scope du jeu est petit et qu'on peut se permettre de réduire ce temps, on peut prendre cette décision. Et ensuite, il y a le fameux crunch dont tout le monde parle. Pour ceux qui sont pas familiers avec ce terme, c'est simplement des heures sup. Mais donc, quand on parle de crunch, c'est pas des heures sup du genre je reste 1 heure de plus le soir. C'est vraiment, on se dit, on embarque toute l'équipe, là, c'est tout le monde dans le même bateau, et on se dit qu'il y a, je sais pas, une soirée par semaine où on reste tous jusque 23 heures, on bosse tous sur nos scopes et on fait avancer on fait avancer le bateau dans la même direction, en sachant que c'est pas souvent une méthode qu'on va appliquer et qui va marcher. C'est souvent l'addition de plusieurs méthodes, donc on peut un peu cruncher, un peu cutter, un petit peu reporter, un petit peu embaucher, un petit peu réduire le temps de debug. L'important, c'est de trouver le bon équilibre entre tout ça pour que les équipes puissent faire leur travail dans les meilleures conditions et surtout que le jeu, à la fin, le produit, à la fin, soit de la meilleure qualité possible dans le temps donné. Et voilà, je pense qu'on a fait une grande overview de tout ce que ça représente dans le jeu vidéo. Il y a beaucoup de contenus, si ça vous intéresse, qui sont disponibles sur YouTube, des conférences de producteurs qui parlent de la manière dont ils ont implémenté Agile. Il y a plein de façons de le faire. Moi, ce que je retiens surtout, c'est tout ça, c'est un ensemble de méthodes. Il n'y a pas de recette à suivre de A à Z. Pour chaque équipe, pour chaque type de projet, pour chaque type de jeu, il y a une façon de faire. Il y a des gens qui sont plus ou moins ouverts à l'agile aussi. C'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place. Et ça se fait au fur et à mesure. C'est une habitude à prendre, encore une fois. Et ça peut permettre au projet d'être itératif et d'être de bonne qualité. Alors, donc voilà, on a fait le tour là-dessus. Merci à vous. Ouais, il y a pas mal de questions. On va passer aux questions. Exactement. Il y a quelques questions qui ont été posées. Donc j'en ai noté une qui disait le producer me fait penser à un Scrum Master. C'est un servant leader au final. Vous prenez le framework Scrum au sein d'Ubisoft ou vous avez un framework maison? Tu veux répondre? Non, on n'a pas le Scrum chez Ubi. En termes de qu'est-ce qu'on a comme outil? On va utiliser pour l'agile pur, on n'a pas tellement d'outils parce que Jira, ça peut en faire partie, mais pas tellement. Ouais. En fait, en gros, on utilise Jira et dans Jira, il y a des modules Kanban, il y a des modules de board, mais donc voilà. Et encore une fois, Ubisoft est tellement grand que ça peut varier suivant les projets. Chez nous, à Ubisoft Bordeaux, c'est ce qu'on utilise. Voilà.
ça peut varier suivant les entités aussi. Ouais. Si je reviens sur les expériences que de mon côté j'ai pu faire, on fonctionne souvent en sprint. Ça, c'est quelque chose qui est souvent utilisé. Le framework qui est vraiment le plus utilisé, c'est Scrum. C'est cette idée de faire des itérations par sprint. Ça peut avoir n'importe quel nom, hein, mais c'est ça. On se retrouve à un intervalle régulier pour voir le progrès sur les objectifs qu'on s'était donné la dernière fois qu'on s'est vu. Et ouais, c'est exactement ça. C'est le servant leader. C'est un terme qui est souvent utilisé. Et le producer, c'est un peu ça. C'est un servant qui va montrer la direction dans un sens. Ok. Et il y avait une suite à cette question qui était vous conseillez des certifications à passer ou des livres pour un jour avoir cette casquette de producer? C'est une bonne question. Les certifications, c'est toujours cool parce que ça donne un certain poids au fait qu'on fasse de l'agile. Pour autant, moi, je suis certifié DSDM. Je serais incapable de redire l'essence de ce que c'est le DSDM. Et là, je rends la conférence complètement inutile. Non, mais ce qui est important, c'est de comprendre l'essence d'agile, de comprendre les méthodes qui sont les plus significatives, et d'essayer de les implémenter au jour le jour avec ses équipes, sans les forcer, parce que ça donnera l'effet inverse. Mais c'est ça, c'est de la pratique. C'est de la pratique plus que des certifications. Les certifications donnent la théorie, mais la théorie c'est très bien, mais maintenant faut pouvoir la mettre en pratique. Pour ce qui est des livres, tout dépend de ce qu'on recherche. Il y a 2 livres que j'aime bien. Il y en a un qui s'appelle Creativity Inc., qui est souvent cité par les producteurs comme étant le livre de chevet, mais en gros c'est Ed Catmull qui est toujours le CEO de chez Pixar, qui explique comment ils ont réussi à mettre en place au sein de Pixar un cadre qui permet d'exacerber la créativité tout en gardant la direction créative chez une tête, mais en donnant aussi de la liberté créative chez les équipes qui vont travailler. C'est super bien parce qu'en plus c'est une espèce de mini autobiographie de Pixar. Et ça, c'est un super bouquin. Et après, il y a un bouquin qui est beaucoup plus terre à terre sur du jeu vidéo qui s'appelle The Game Producer Handbook. Il y a 3 versions. Je conseille la 3e parce qu'elle est à jour. La première est très marrante parce qu'il conseille de faire du crunch. Ça date de 2000, c'était très très à l'ancienne, mais c'est des bouquins qui sont très cool. Ok. Alors, certains ne connaissaient pas le terme feature creep ou waterfall tout à l'heure quand vous l'avez prononcé. Le feature creep, vous avez un exemple? Ouais. En fait, ce qu'on disait, en fait, que l'agile rend le feature creep propice, c'est que les feedbacks vont donner envie d'aller plus loin dans sa feature. Mm-hmm. Et il faut être en mesure de pouvoir dire non à un moment, en connaissance de code, puisque ça va être trop loin à faire, ainsi de suite. On pourrait donner des exemples de jeux qui sont sortis récemment, mais ce serait pas faire Voilà. vis-à-vis de nos concurrents. Non, c'était pas spécialement. C'était pas spécialement pour citer un concurrent, mais en fait c'est l'idée, voilà, que parfois trop de fonctionnalités, mais enfin voilà, a tendance à bloquer un projet où on ne peut pas aller jusqu'au bout et créer des problèmes. Le waterfall, en fait, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure pour l'aéronautique finalement. Ouais. Waterfall, c'est vraiment avoir une direction qui prend des décisions et qui, pour pouvoir prendre ces décisions, a besoin d'avoir vraiment, c'est le terme de cahier des charges qui est à retenir. C'est vraiment un truc qui est écrit avec un contrat qui est signé par 1000 personnes et qui ne bouge plus. Et si on veut le faire bouger, il faut faire intervenir ces 1000 personnes de la direction. C'est ça. J'avais une autre question qui dit à quel point les devs interviennent dans la phase de réflexion pré-conception. Je pense que ça varie beaucoup d'un studio à l'autre, non? Oui. Ça varie surtout de la taille du projet. Chez Ubisoft, on a quand même des gros projets avec
personnes, plein de studios qui sont impliqués. Nous, on fonctionne souvent en studio lead et avec des autres studios qui sont en codev. Donc, c'est souvent le studio lead qui va vraiment intervenir en phase de pré-conception, conception. Mais les équipes, normalement, participent quand même beaucoup à ce genre de réflexion. Maintenant, encore une fois, ça dépend du temps qu'on a, de la taille de l'équipe, etc. Mais quand même, globalement, dans le jeu vidéo, les équipes sont assez consultées, tout du monde, pour les faire. Ça a plein d'avantages d'impliquer ces équipes de développement le plus tôt possible. En fait, déjà, ça va les impliquer. Et le fait d'avoir des programmeurs, le fait d'avoir des fixe artistes ou des artistes de manière plus généraliste dans une production dès la préconception, ça peut permettre déjà d'anticiper certains problèmes. Des dépendances qui vont venir et qui, sur un plan de prod normal, serait arrivé en fin de prod et on serait sur on peut plus rien faire pour ce truc-là, donc on va devoir cut. Je le vois tout à fait. Alors ensuite, on avait d'autres questions, genre ces derniers temps, le crunch est très mal vu par la communauté. C'est une décision de dernier recours pour un projet ou finalement toujours d'actualité? Le crunch, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, de l'ancien temps. On est toujours dans l'idée on veut aller jusqu'au bout et on veut atteindre la qualité maximale et ça peut être, en fait, faut toujours penser en tant que producteur aussi à la santé de nos gars et à la nôtre aussi. Parce que bah oui, faut pas vous oublier dans l'histoire. Et moi, je le vois, c'est sur des études de producing, il y a de plus en plus d'écoles qui font des cursus comme ça. Moi, j'en ai fait une. Le premier truc qu'on nous apprend, c'est le crunch, c'est mauvais parce qu'en fait, ça a un impact qui est même mauvais sur la prod. Parce que un gars qui va faire plus d'un certain nombre d'heures, qui va faire des heures à outrance sur une semaine, est beaucoup plus sujet à faire des erreurs, à pusher du code qui peut être cassé, ou ainsi de suite. Tout à fait. Le crunch, c'est vraiment c'est un échec chez nous. Quand on en arrive au crunch, c'est qu'il n'y avait plus d'autres solutions. D'accord. On fait tout avant. Et si vraiment il n'y a plus d'autres solutions, on sort l'arme atomique qu'est le crunch, quoi. Exactement. Alors, une question qui est plus personnelle du coup, mais quand on travaille autant de temps sur un jeu, comment est-ce qu'on prend la critique à la sortie? Parce que et ça va avec la question suivante qui est comment intégrez-vous les remarques des clients en fait? Ça dépend comment elle est donnée, j'ai envie de dire. Voilà. Si la critique elle est, quand on fait un jeu, on peut pas faire un jeu parfait. Personne ne le peut, quelle que soit la qualité du jeu. Même nous, on est autocritique avec nous-mêmes. Donc, quand on reçoit des critiques de gens, de joueurs, etc., les trois quarts du temps, on va être d'accord. Si c'est bien expliqué, moi, j'aime pas ça parce que moi, j'ai fait ça comme ça, regardez, ça a fait ça, etc. Si c'est juste j'aime pas ça, point, parce que il y a vraiment pas de justification. Et c'est là où c'est très important de détacher du produit et de ne pas prendre les choses personnellement. Oui, c'est ça. Sur la production, tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait. À la fin, on a eu un produit fini qui a une qualité qui est là ou pas, qui est très subjective. Il faut pas oublier que le jeu vidéo, il y a des jeux qui vont se faire encenser par la critique et quand bien même on ne prend pas dans la main, on ne va pas aimer du tout. Et inversement, des jeux qui ont un très mauvais métacritique et on va pouvoir quand même s'éclater avec. Donc voilà, il faut vraiment se dire que c'est très subjectif comme idée et que par contre, quand on a des retours de joueurs justifiés et que c'est majoritaire, on va bien sûr les prendre en compte pour la suite. Ok. Et on va prendre une dernière question parce qu'en fait, alors la question c'est à peu près la même, mais en gros, est-ce que vous êtes amené à travailler sur des projets en commun avec d'autres studios, comme par exemple votre studio à Montréal, ou même en l'occurrence, est-ce que vous travaillez avec d'autres petits studios et du coup, comment est-ce qu'avancent ces projets-là? Est-ce que finalement vous avez des réunions d'équipe, agilité, tout ça, enfin bref, comment ça fonctionne en fait? Est-ce que vous le faites déjà? Oui. En fait, le meilleur exemple, c'est ce qu'il y a derrière, comme Olivia dit discrètement, c'est on travaille déjà au sein de l'écosystème Ubisoft avec plein de studios différents. Assassin's Creed, quand il a été annoncé, en même temps, on a annoncé qu'on travaillait avec 15 studios, si je dis pas de bêtises. Donc voilà,
je développerai pas l'organisation puisque c'est des sujets qui sont un peu plus confidentiels, mais en fait, on fait en sorte, ça reste le même principe, c'est l'agile qui est mis à l'échelle et on essaye de se coordonner là-dessus avec des parties différentes, ainsi de suite. On travaille avec d'autres studios, par exemple comme Nintendo, mais ça fait plutôt partie des collaborations qui sont assez spécifiques. Donc voilà. Parfait. Et j'ai une dernière question, et c'est vraiment la dernière. Est-ce que, après avoir travaillé sur un jeu, vous pouvez encore prendre du plaisir à y jouer? Eh ben oui. Ouais, bah moi je suis en train de jouer à Assassin, j'en suis à 50% de complétion, voilà. D'accord. 60 heures de jeu, je continue. Ouais, c'est assez dépendant du projet. Ensuite, j'ai travaillé sur Dofus, j'étais joueur depuis que le jeu est sorti. Ça va pas empêcher de continuer à jouer ensuite. Il faut réussir à prendre suffisamment de recul sur un projet. C'est aussi notre rôle pour pouvoir ensuite y jouer sans problème. Après, c'est sûr que on voit plus facilement certains problèmes parce qu'on a l'habitude d'avoir testé derrière, mais ça reste tout à fait digeste. Parfait. Bah écoutez, merci beaucoup Olivia et Alex. C'était vraiment génial. Au plaisir de vous réinviter pour un autre événement. Je vais vous libérer. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi, bon week-end. Merci. Et donc la conférence qui suit, ça sera une conférence avec à nouveau OVH et deux intervenants, deux pierres, comme disait tout à l'heure Christophe dans le chat, deux pierres qui roulent n'amassent pas deux mousses. Donc voilà, grosse vanne évidemment. Donc on fait une petite pause de 5 minutes. Ah, on me dit non, la question de la loutre, mais j'avais dit que c'était la dernière, la précédente, parce qu'en fait on a un timing à respecter. Donc on va prendre 5-10 minutes de pause et on se retrouve juste après avec OVH. À tout de suite.